Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons l'analyse précédente. On va maintenant appliquer 1 moins T rho moins 2 I gamma au résultat que nous avions obtenu, c'est-à-dire moins T rho 2 moins 2I gamma 2 de F, et ceci est égal à la somme pour K inférieur ou égal à moins 2 I gamma 2 et pour M supérieur à moins 2I et cela donne lambda rho 2 K fois rho 1 rho M, rho 1 rho exposant M, fois une fonction fkm de lambda rho 1. Et enfin, en appliquant moins T rho 1 moins 2I gamma 1 à tout ce résultat-là, on obtient la somme, toujours avec les mêmes contraintes, et n plus m inférieur ou égal à moins 2I gamma 1 de lambda rho 2K fois rho 1 rho M fois lambda rho 1 N fois FKMN, une fonction FKMN d'aucun paramètre, FKMN. Et chaque terme individuel dans la somme est homogène de degré K plus N en lambda, mais K plus N est inférieur ou égal à moins 2 I gamma 1 plus I gamma 2 moins M qui est inférieur à moins 2 I gamma 1 plus I gamma 2 moins I gamma, c'est-à-dire moins 2 IG. Or, la dernière soustraction, 1 moins T lambda moins 2 IG, retient seulement les termes, par soustraction, retient seulement les termes de degré supérieur à moins 2 IG. Et comme ici les termes sont inférieurs ou égal à moins 2 IG, le tout donne donc 0. C'est un simple exercice de généraliser cette démonstration à des situations arbitraires, c'est juste un peu lourd. Finalement, il est facile de montrer que si on effectue des soustractions sur une échelle d'homogénéité des sous-ensembles de paramètres qui ne correspondent pas à des sous-diagrammes propres, superficiellement divergents, leur effet est d'éliminer toute l'expression. Donc, le résultat final de cette analyse est que RP alpha est égal au produit S sur S de moins 1, de 1 moins T rho S moins 2I S fois P moins 2 alpha fois E exposant moins QP alpha
évalué en rho S égale 1. Et le produit parcourt tous les deux exposants IS-1 ensemble, non vides, de paramètres alpha. En sachant que ceux qui ne correspondent pas à des diagrammes superficiellement divergents, on vient de le dire, donnent 0 et restent les autres. À nouveau, le résultat ne dépend pas de l'ordre. Alors le mérite de cette expression est double. Tout d'abord, elle est totalement indépendante de la topologie du diagramme. Ensuite, elle permet de comprendre, au moins qualitativement, les arguments de la démonstration de convergence. En effet, pour toute famille G de paramètres, nous pouvons mettre l'opérateur 1 moins TG moins 2IG. Nous pouvons mettre cet opérateur à gauche de l'expression, puisque ça ne dépend pas de l'ordre. Et il suit des résultats qu'on a vus que l'intégrale se comporte comme rangée exposant moins 2IG plus 1. Et donc, l'intégrale est intégrable en rangée, puisque la mesure contient encore un facteur rangée de IG-1 fois d rangée. On a donc suffisamment de facteurs pour que ça soit convergent. Le fait que la singularité éventuelle d'un sous-ensemble arbitraire des alphas soit intégrable de tout ensemble est malheureusement insuffisant pour assurer la convergence de l'intégrale. Les intégrales, c'est parfois assez vicieux. Donc, par exemple, l'intégrale de 0 à 1 de d alpha 1 d alpha 2 fois 2 alpha 1 sur alpha 1 carré plus alpha 2 au carré. Prenons cette simple intégrale. Elle a des singularités pour alpha 1 tendant vers 0 avec alpha 2 différent de 0, alpha 2 tendant vers 0 avec alpha 1 différent de 0, et également pour alpha 1 proportionnel à alpha 2 tendant vers 0. On vérifie facilement que ces trois singularités ne posent pas de problème, c'est intégrable. Mais l'intégrale sur alpha 1 conduit à l'intégrale, donc si on peut intégrer sur alpha 1 sans problème, on obtient d alpha 2 fois 1 sur alpha 2 fois 1 plus alpha 2. Or, cette intégrale est divergente. Donc, le fait qu'on puisse intégrer séparément sur les différents sous-ensembles de variables et leurs singularités ne signifie pas que l'intégrale complète soit convergente. La démonstration que de tels phénomènes ne se produisent pas pour les intégrales de Feynman est assez pénible. Donc, on ne va pas la reproduire ici. Ce serait trop long, trop lourd. Mais l'idée qui est derrière, c'est comme dans le cas où nous avions le théorème de convergence pour la régularisation, on divise le domaine d'intégration en secteurs et on utilise les propriétés d'homogénéité des fonctions paramétriques. Vous pouvez aller voir dans la littérature pour cette démonstration, ou même la chercher par vous-même, mais c'est assez lourd. Et l'important, c'est d'en connaître le résultat. Donc, on en conclut, après cette longue analyse technique, en affirmant à nouveau l'importance du résultat du théorème de Bogoliubov-Parasuk-Epp, l'opération de soustraction qui a été décrite dans les vidéos précédentes, conduit à une intégrale absolument convergente et définit une fonction analytique
des moments dans la région euclidienne et une distribution tempérée dans le domaine de Minkowski. Voilà donc pour la technique de renormalisation générale. Alors, nous avons jusqu'ici considéré uniquement les soustractions des infinis, plutôt des divergences. Mais les développements précédents sur la construction des contre-termes, sur le caractère multiplicatif de la renormalisation, qui se voit bien dans une telle expression, sur le caractère multiplicatif de la renormalisation, ainsi que sur l'algèbre des soustractions, ça s'applique aussi aux renormalisations finies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Ce nom se rapporte aux opérations qui sont requises pour modifier les conditions de normalisation. Cela change d'une quantité finie les paramètres renormalisés de la théorie. Tel est le cas, par exemple, si on veut modifier les conditions de normalisation, comme celles que nous avions vues qui se faisaient à P carré égale M carré, ou celles qu'on a appelées renormalisation intermédiaire, qui se font à P carré égale 0. Plus généralement, en restant sur notre théorie amphi 4, considérons l'ensemble des conditions de renormalisation qui dépendent d'une échelle de masse arbitraire. Donc, on va avoir gamma R2 de P carré, calculé en P carré égale mu carré, donc mu, l'échelle de masse arbitraire, est égal à mu carré moins m carré. Notons que quand mu est égal à m, ça revient à poser égal à 0, et quand p carré égale 0, ça revient à poser égal à moins m carré. On retrouve les conditions de normalisation que nous avions vues. D sur dp carré de gamma R2 P carré, toujours calculé en P carré égale mu carré, est égal à 1. Et gamma R4, calculé en S mu, égale moins lambda. Alors S mu, c'est comme le SM pour les conditions de normalisation, nous avions vu le point SM pour les fonctions à 4 points, c'est la même chose, sauf que M est remplacé par mu. Alors c'est un choix tout à fait consistant, il est censé, parce qu'il est satisfait à l'ordre le plus bas. Et en plus, il fait l'interpolation entre les deux ensembles de conditions que nous avons vues. Il est cependant plus sûr de choisir mu, tels que les points de renormalisation, respectivement P carré égale mu carré et SM, de les choisir tels qu'ils soient dans les régions analytiques des fonctions correspondantes, gamma 2 et gamma 4. Parce qu'autrement, si on n'est pas dans la région analytique, cette condition devrait être vue comme valide uniquement pour la partie réelle de l'amplitude. Ça complique les choses. Voilà, nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.